Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Patrick avec vous, ainsi que Eric, le co-auteur pour ce CryptoBar numéro 4 qu'on a très logiquement intitulé Bis Repetita, étant donné qu'on a eu quelques petits problèmes de démarrage la dernière fois. Et puis surtout, on n'avait pas l'enregistrement qui était activé, donc du coup, c'était pas très pratique pour ceux qui ne pouvaient pas se joindre en direct la dernière fois. Donc là, je vois que Eric est arrivé. Bonjour Eric, comment vas-tu? Oui, ben bonjour, bonjour à tous, bravo, bravo. Ce coup-là, on a réussi à ne pas avoir une demi-heure de retard, donc on est content. Bah oui, on fait des progrès, c'est formidable. C'est beau, hein, le cerveau humain quand même, qui Euh, arrive à Nous, s'adapter. nous qui blaguions concernant Martin, qui a des difficultés à utiliser les interfaces parfois, là en l'occurrence, c'est nous qui arrivons à l'âge de raison, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Alors je vais dire bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Et puis on va tout de suite démarrer dans le vif du sujet avec ce qu'on avait fait la dernière fois. Eric, si tu avais fait un petit résumé de ta présence au BTC Prague. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu qu'est-ce que tu as ressenti pendant la participation à ce congrès ou cette conférence, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ouais, ils appellent ça conférence. Effectivement, BTC Prague 2023 qui a eu lieu il y a 2 semaines. C'était 3 jours de conférence concernant le Bitcoin spécifiquement. Écoute, alors il y a vraiment, on va dire que l'impression que ça m'a donné déjà de manière générale, c'est que c'était une conférence no bullshit, on va dire, ce qui veut dire en d'autres termes que, enfin, j'ai pas pu constater ce qu'on pouvait constater dans d'autres conférences pour d'autres écosystèmes où on a beaucoup de projets qui sont des trucs qui presque des arnaques, on va dire, ou ce qu'on peut voir souvent dans certains environnements comme les entreprises minières, où on a beaucoup de promoteurs qui promettent beaucoup de choses, mais finalement il n'y a pas grand-chose qui se fait. Là, c'était vraiment axé beaucoup plus sur des aspects comme la vie privée, le no KYC, donc obtenir des bitcoins sans devoir passer par des interfaces qui obligent l'identification avec des pièces d'identité. Et puis, il y avait, alors, donc comme dit, le premier sujet, c'est l'aspect vie privée. Le deuxième sujet, c'était vraiment on va dire le no KYC, la privacité, comment acquérir des bitcoins de manière locale avec des personnes qu'on voit physiquement, par exemple, et puis des systèmes qui permettent on va dire, enfin, qui sont plutôt en développement actuellement et qui permettent de favoriser ce type d'échange. Et puis le troisième, c'était les paiements directs avec Bitcoin, notamment à travers le réseau Lightning. Donc là, c'est vrai que ces derniers mois, on a eu une évolution absolument spectaculaire des interfaces et puis des capacités de paiement. D'ailleurs, tous les commerçants qui étaient sur place, y compris les gens qui vendaient de la nourriture, eh ben, ils permettaient en fait l'encaissement des paiements Lightning et les gens ont pu découvrir effectivement que ça fonctionnait extrêmement bien, puisque c'est aussi rapide en fait qu'une carte sans contact en fait. Donc globalement, effectivement, super conférence. Alors évidemment, en plus à Prague, qui est la ville probablement la plus dynamique d'Europe, parce que les gens voient toujours en fait les pays de l'Est comme des pays arriérés, alors s'ils se sont pas encore mis à jour on va dire de l'ère soviétique, mais Prague, c'est vraiment extrêmement dynamique, extrêmement agréable. Enfin, comme ça, je ne vois pas d'autres villes européennes qui arriveraient au même niveau que ça. Donc, effectivement, très sympa. Il y avait un groupe de francophones sur place qui était, on va dire, on a eu du plaisir à discuter avec eux, des gens super sympas. Donc voilà, une bonne expérience, effectivement, dans le monde du Bitcoin. Oui, merci pour ton retour Eric. Et je crois d'ailleurs que tu m'avais fait aussi un commentaire concernant la différence qu'il pouvait y avoir entre Euh, alors d'une part, l'événement à Prague et puis l'événement qu'il y avait eu quelques semaines plus tôt à Miami, mais également, je crois que tu as été à un moment donné à côté d'un autre groupe qui était fan d'une autre crypto-monnaie et qui, du coup, ne parlait pas du tout des mêmes sujets, ou en tout cas, les centres d'intérêt n'étaient pas du tout les mêmes. Ouais, effectivement, j'étais sur une terrasse et puis il y avait des gens d'un autre écosystème qui parlaient à côté. C'était effectivement pas du tout le même discours. C'était des Américains qui discutaient avec un gars. Et en fait, la première question qui venait, qu'on entend d'ailleurs souvent dans le monde de l'investissement, c'est est-ce que vous écrivez des chèques? Are you writing checks as a VC? Il disait. Donc ça sous-entend est-ce que vous investissez du capital dans des projets? Donc effectivement, dans l'autre écosystème en question, on avait vraiment plutôt une vision beaucoup plus capitaliste, on va dire, et beaucoup moins, on va dire, crypto-anarchiste
que ce qu'on peut voir enfin ce qu'on a pu voir dans la conférence Bitcoin. C'était marrant de voir le contraste entre les deux mondes. Je veux dire, on avait déjà identifié ça depuis longtemps, mais c'est vraiment marquant là de le voir, parce que d'après ce que j'ai entendu, effectivement, comme tu le dis, comment dire, Bitcoin Miami était également quelque chose de très capitaliste et très axé sur la promotion. Donc voilà, j'ai pas plus de détails, mais les gens avaient l'air de dire que Prague était beaucoup plus qualitatif. Ou alors de mon côté, moi j'ai ici à Lisbonne un Français qui est très très impliqué dans la communauté Bitcoin depuis très longtemps et qui lui a mentionné qu'effectivement donc à Miami il y avait en fait il y avait deux conférences en parallèle. Il y avait la conférence on va dire avec la plénière où sont passés notamment Michael Saylor et d'autres. Où c'est là où il y a eu effectivement un certain nombre de reproches sur certains invités voilà, qui tenaient un discours très, très business. Et à côté de ça, il y avait la conférence de l'open source, où là, en fait, effectivement, c'était les développeurs qui parlaient justement des innovations qu'il pouvait y avoir sur Bitcoin, ou voire même des problématiques qu'ils rencontraient et comment peut-être on pouvait travailler pour résoudre ces problématiques, pour améliorer encore une fois la résistance et la résilience de Bitcoin. Et d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'était un petit peu cette vibe-là qu'il y avait à Prague et non pas l'autre côté qui est effectivement très business, qu'on pourrait effectivement qualifier de maintenant direction ou objectif avéré chez certaines autres ou certains autres écosystèmes. On n'en nommera aucun parce que bon, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, on a Bitcoin qui d'un côté continue en fait son évolution vers, sans changer sa route, ou son objectif qui est la résistance à la censure, la résilience, la privacité, voilà, qui restent les objectifs qui sont les mêmes depuis le début. Et puis à côté, on a effectivement d'autres écosystèmes qui, eux, commencent à se tourner beaucoup plus maintenant vers le côté business. Alors, c'est pas forcément mauvais en soi, mais il faut simplement bien identifier quels sont les objectifs de chacun et puis ensuite se déterminer personnellement par rapport à ça. Donc voilà, il n'y a pas d'attaque spécifique vers l'un ou l'autre. Voilà, les objectifs sont différents, il suffit de les exprimer clairement et puis de les accepter après ou non, mais ça c'est un choix personnel. En parlant de business, on va être obligé de revenir évidemment sur ce qui se passe depuis une dizaine de jours aux États-Unis, qui secoue beaucoup l'écosystème crypto, a commencé évidemment par cette attaque en règle de la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, envers Coinbase notamment, et puis surtout Binance. Est-ce que tu as un petit commentaire de ce côté-là, de ton côté? Oui, avant mon commentaire, je voulais juste communiquer aux personnes qui écoutent que si elles souhaitent poser des questions et qu'elles sont sur téléphone portable, elles peuvent demander la parole et puis on va leur donner en fonction. C'est Patrick qui modère. Pour répondre à ta question, donc en l'occurrence, c'est intéressant de voir que la SEC en fait s'attaque d'une certaine manière, de manière assez juste en fait, directement aux jetons qui ont fait des levées de fonds, qui ont distribué en fait ce qu'on appelle des pre-mines, c'est-à-dire une quantité, un pourcentage de la masse monétaire totale aux gens qui ont investi préalablement avant les levées de fonds publiques, on va dire. Ce qui fait qu'évidemment, ils ont un avantage, puisque souvent, ils ont eu des rabais de plusieurs dizaines de pourcents par rapport aux ventes, donc aux ventes publiques. Et donc, ça s'apparente évidemment à des levées de fonds qui, normalement, devraient passer à travers des actions d'entreprise. Alors, en l'occurrence, là, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, la SEC cherche à affaiblir un certain nombre de concurrents, on va dire, alors, j'aime pas tellement cette expression, mais on parle souvent d'État profond, en tout cas, de concurrents aux petits copains locaux, dont Binance fait partie, puisque Binance est une entreprise qui est sise à Singapour, mais en fait, c'est une entreprise chinoise. Évidemment, ils essaient d'affaiblir la concurrence pour ensuite avoir leurs propres entreprises qui sont favorisées. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Binance a été également attaqué, mais pour des chefs d'accusation beaucoup moins graves, en fait. Donc, en gros, le mouvement là, c'est de sortir les différents intervenants
qui font pas partie des petits copains en dehors des USA et à l'intérieur des USA, on va les centrifuger. Et puis on amène les grandes institutions financières qui elles-mêmes se positionnent de manière assez intelligente, puisque là en l'occurrence, on a vu une ribambelle de déposes en fait de demandes en fait pour créer des ETF, donc des fonds d'échange basés sur Bitcoin et pas sur d'autres jetons tels qu'Ethereum ou Solana ou Matic, etc. Uniquement sur Bitcoin. Ce qui fait que, en fait, quelque part, le discours maintenant de Bitcoin est une commodité et le reste, c'est des titres, ça commence vraiment à se positionner de manière assez claire. Ce qui est surtout intéressant de constater dans ce mouvement-là, c'est que si des grandes institutions financières lancent des fonds, ce que ça signifie en d'autres termes, c'est qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir les vendre. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir les vendre? C'est parce qu'ils pensent que le marché est mûr pour qu'ils puissent les vendre. Et donc, ce que ça sous-entend, enfin ce que je veux dire par là, c'est que probablement maintenant, ils pensent que le marché va être haussier. Pour eux, c'est le bon moment pour arriver avec un produit qui permette de capturer on va dire une grande partie des gens qui passent à travers les banques. Et puis, eh ben évidemment, comment ils font pour les capturer? En faisant de la promotion, parce qu'elle est basée sur un prix qui monte. Évidemment qu'on ne va pas faire de la promotion quand on est dans un marché baissier, parce que c'est quasiment impossible, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, donc ça veut dire que cet indicateur-là, principalement de BlackRock, qui dépose en premier, une semaine et demie après l'attaque de la SEC envers Coinbase, dépose une demande d'ETF, suivie d'une ribambelle d'autres, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et donc, ça veut dire que les gens pensent qu'ils vont pouvoir vendre ces fonds. Donc c'est positif pour le Bitcoin. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette situation. Je te laisse la parole. Oui, moi j'ai deux niveaux de lecture, enfin trois en réalité. Parce que le premier, c'est toujours le mode passif on reçoit l'information, ah ok, d'accord, j'enregistre, la SEC attaque Coinbase et Binance, d'accord. Ensuite, BlackRock dépose un ETF Bitcoin, très bien, c'est la première fois. C'est intéressant qu'il le fasse effectivement une semaine ou 10 jours juste après l'attaque en règle de la SEC. Et puis on a effectivement tous les autres derrière qui enchaînent, qui profitent évidemment, j'imagine, du momentum créé par BlackRock pour éventuellement effectivement eux aussi avoir un ETF qui soit validé. Donc ça c'est le niveau 1 de lecture, on va dire, niveau standard, je prends l'information et puis c'est tout. Niveau 2, ce serait de réfléchir un petit peu plus et de se dire pourquoi est-ce que BlackRock dépose un ETF sur Bitcoin alors qu'une semaine plus tôt, la SEC a attaqué clairement donc Binance et Coinbase coup sur coup, et en même temps a déclaré un certain nombre de jetons comme étant des securities. On peut se demander si tout ça n'est pas en fait planifié à l'avance, tout simplement pour, d'une part, faire peur aux institutionnels qui voudraient éventuellement mettre des billes dans des jetons autres que Bitcoin. Et là, en fait, la SEC est en train de dire attention parce qu'on va classifier tout le monde comme une securities, donc faites gaffe à ce que vous faites. Parce qu'en tant qu'institutionnel, évidemment, les institutionnels, eux, sont obligés de suivre la régulation et de s'y conformer. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et là-dessus, on a évidemment donc BlackRock qui annonce qu'il va faire un ETF et qui a choisi d'ailleurs comme gardien Coinbase. Donc, c'est là où ça peut prêter à rire aussi un petit peu. Donc, voilà, c'est très surprenant que tout ça arrive en même temps. Donc ça, c'est le deuxième niveau de lecture là-dessus. Le troisième niveau est un peu plus masqué, je dirais. C'est en faisant ça, la SEC est en train quand même d'envoyer un message à tous les entrepreneurs et les créatifs de ce secteur. Et il est probable qu'on voit un certain nombre justement de ces entrepreneurs de projets ou ceux qui ont des idées ou voilà qui veulent intervenir dans cet écosystème, ils vont très certainement quitter les États-Unis, puisque les États-Unis viennent d'envoyer un message en disant que la régulation n'allait pas être en faveur de leur projet. Donc ça, c'est le troisième niveau. Alors, on va voir, parce que les conséquences, elles ne sont pas encore immédiates. On va voir les résultats de cette attaque de la SEC. D'ailleurs, Binance a contre-attaqué vivement et de manière assez forte. Donc, on va voir quelle est la fin de l'histoire.
Ouais, Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont? En fait, ils ont accusé la SEC de ne pas suivre sa propre régulation, en fait, hein, et d'avoir enfreint un certain nombre de choses, notamment de la diffamation concernant Binance. C'est assez intéressant de voir la réaction, où là, on voit quand même il y a des enjeux qui sont au-delà de l'aspect privé, on va dire, ou de l'aspect entrepreneurial. Il y a des enjeux qui dépassent, c'est des enjeux politiques derrière, quoi. oui, oui, ouais, de toute façon, on connaît justement l'intégration, ou en tout cas les connexions plutôt politiques de BlackRock. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les autres institutions financières lui ont emboîté le pas dans le dépôt d'un ETF. C'est parce que comme BlackRock a un taux de succès sur ses demandes d'ETF, pardon, qui est de l'ordre du 100%, enfin c'est pas 100% pile, mais c'est quasiment 100%. Du coup, si la SEC approuve l'ETF de BlackRock, bah, il sera bien entendu obligé d'approuver les autres. Et c'est pour ça que tout le monde s'engouffre là dans cette période et tout le monde envoie des demandes en même temps puisqu'ils veulent faire partie en gros du package du bon, ok, d'accord, ça fait quand même maintenant 5 ans. Parce qu'il me semble que les premiers dépôts, ça fait peut-être même 6 ans. Je crois que les premiers dépôts, c'était déjà en 2017. Ou sinon, c'est 2018. Hein, donc, ça fait vraiment 5-6 ans que les dépôts de demandes pour un ETF sur Bitcoin sont systématiquement refusés. Mais c'était jamais BlackRock qui avait fait la demande. Et là, c'est BlackRock qui fait la demande, qui a un taux de quasi 100%. Donc, les copains, on y va tous parce que là, il va y avoir un gros package et il faut en profiter. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Et ce qui va permettre, notamment, encore une fois, aux institutionnels, c'est-à-dire aux fonds de pension, mais également aux hedge funds, de pouvoir éventuellement rentrer sur ce marché, puisqu'avant, bah, c'était très compliqué parce que non régulé, parce que sur des produits, des actifs où bah, il faut conserver les bitcoins soi-même, ça veut dire que les hedge funds sont responsables de ça. Alors, ils peuvent prendre un prestataire, comme va faire BlackRock, mais bref, tout ça pour dire que effectivement, on risque de voir un nouvel engouement institutionnel comme on a eu un petit peu fin 2020. On a aussi récemment la Santander, qui est une banque espagnole, qui a fait une sortie sur justement le Lightning en disant que c'était vraiment formidable. Donc bon, c'est un moment intéressant, je trouve. Par rapport à la régulation au niveau institutionnel aux États-Unis, qui sont en train, alors ils le font pas forcément de la meilleure des manières, mais en tout cas, ça reste un avancement. J'ai plus rien d'autre à dire, t'as tout dit. Bon, d'accord. Alors, justement, ben, on parlait de Lightning et puis on va en parler un petit peu parce que tu as un petit peu effleuré le sujet là au début du CryptoBar. Mais effectivement, on voit depuis plusieurs mois maintenant une poussée du Lightning un petit peu partout. C'est en train de se développer à vitesse grand V. Il y a de plus en plus de nœuds. Il y a de plus en plus d'interfaces qui proposent maintenant des systèmes intéressants et faciles d'accès et d'utilisation. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre avec Lightning ce qu'on a vécu un petit peu avec les prémices des couches 2 sur Ethereum, comme je crois que c'est Polygon le premier vraiment qui a, qui a, qui a enclenché vraiment cette vague de couche 2 sur Ethereum. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir ça, Eric? Bah, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, alors, déjà, premièrement, le réseau Lightning, comme tu sais, Pat, puisque effectivement, tu as fait quelques expériences avec ça, c'est un réseau qui n'est pas forcément quelque chose qui va, comme on dit dans le langage, scaler, c'est-à-dire, on va dire, avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, on aura probablement des difficultés. Ceci étant, il y a énormément en fait de dynamisme à l'intérieur de Lightning, mais plus généralement, comme tu dis, dans les surcouches, c'est-à-dire Liquid de Blockstream. On a également une proposition qui vient d'émerger d'une personne donc qui s'appelle, en l'occurrence, le projet en question s'appelle Arc. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est juste une proposition, mais l'objectif, c'est de faire en fait, d'éviter aux utilisateurs de toucher systématiquement la première couche de Bitcoin. Parce qu'évidemment, là, ce qu'on a constaté ces dernières semaines avec l'arrivée de ce qu'ils appellent les inscriptions ou les ordinals,
je dis l'arrivée, mais en réalité, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà en 2012, ces inscriptions. Simplement que maintenant, ça coûte moins cher pour les réaliser. Donc, pour mémoire, pour les gens qui sont pas au courant, en fait, il y a une série comment dire, on peut pas vraiment dire jetons, mais enfin bref, des inscriptions sur Bitcoin qui permettent même d'inscrire des images. Donc, on a eu tout un phénomène durant les dernières semaines et les quelques derniers mois d'inscription en fait d'images, de textes, de choses particulières, des éléments de données sur la chaîne Bitcoin. Alors évidemment, comme ça demande plus de données, puisque vous enregistrez une image, et ben ça demande plus de données qu'une simple transaction, ben forcément ça va charger la chaîne et donc ça fait augmenter les frais. Alors plein de gens se sont plaints en disant oui, Bitcoin c'est fini, c'est terminé, les frais sont trop élevés, c'est inutilisable, ce qui est absolument pas vrai puisque la plupart des gens, enfin en tout cas à ma connaissance, n'ont pas ils ont tous une limite de capital. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez un phénomène, puis quand les gens arrivent au bout de l'argent et qu'ils peuvent plus payer les frais, ben, comme par hasard, les frais diminuent, ils disparaissent. Toujours est-il que ça a initié le mouvement, ou en tout cas la prise de conscience pour les gens, y compris certains échanges comme Binance, de connecter au réseau Lightning, parce que le réseau Lightning permet en l'état de faire des transactions avec des frais qui sont quasiment de zéro. Et donc, en plus, est ultra rapide, c'est-à-dire en temps réel. Quand vous payez avec le réseau Lightning, je veux dire, vous scannez le QR code, en 2-3 secondes, le paiement est réalisé. Et donc, l'infrastructure s'est développée autour de prestataires de services qui eux-mêmes sont, entre guillemets, centralisés, c'est-à-dire que vous allez connecter votre portefeuille, vous allez ouvrir des canaux avec un prestataire de service qui, lui, centralise la liquidité, mais en fait, avec un réseau ce qu'on appelle décentralisé, il n'est pas réellement distribué, mais il est décentralisé, eh bien, vous arrivez à avoir une vitesse d'exécution qui est extraordinaire avec un nombre de transactions à la seconde qui est énorme. Et donc, évidemment, à partir du moment où les interfaces existent, les gens commencent à les utiliser. Alors, dans le wallet, vous avez ce que je viens de décrire, c'est-à-dire dans le Lightning, il y a ce que je viens de décrire, c'est-à-dire des wallets qui sont des portefeuilles qui sont entre guillemets non-custody, comme on appelle, c'est-à-dire que c'est vous qui gardez et qui contrôlez les fonds, qui sont un peu plus compliqués à utiliser. Puis à côté de ça, vous avez des portefeuilles qui sont custody, c'est-à-dire vous avez un tiers qui garde les fonds pour vous. Et évidemment, ces wallets-là, très faciles à utiliser. Les gens découvraient ça d'ailleurs à Bitcoin Prague, puisque j'ai eu l'occasion de partager, on va dire, d'utiliser, on va dire, le réseau Lightning avec une personne qui payait la totalité du prix du taxi et à qui on a payé en Lightning, en fait. Et la personne était tout à fait surprise de l'efficacité du truc, vraiment hyper simple à utiliser, hyper efficace. Alors voilà, donc c'est tout un monde qui est en train de se développer. Pour l'instant, il n'y a que le Bitcoin qui est natif là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut payer qu'en Bitcoin, mais il y a également en fait des développements qui sont en train d'accélérer pour arriver à avoir d'une manière ou d'une autre des jetons stables sur ce réseau. Donc vous imaginez maintenant le jour où il y a du dollar, par exemple, sur un réseau de paiement instantané qui, on va dire, est décentralisé, c'est-à-dire que les personnes sont en contrôle et qui potentiellement peut passer par des prestataires totalement anonymes. Hein, vous n'êtes pas obligé de passer à travers un prestataire qui est lui largement connu avec une société, etc. Le réseau en lui-même va évoluer et c'est vraiment intéressant parce que c'est, je veux dire, pour les personnes qui n'ont pas de banque, qui ne sont pas bancarisées, c'est vraiment un changement total. Je veux dire, là, ça va leur donner la possibilité de commercer à distance, ça va leur donner la possibilité de payer directement. Je veux dire, c'est incroyable, c'est une évolution incroyable. Et ça marche extrêmement bien. Alors derrière ça, techniquement parlant, il y a des débats parce que c'est pas forcément aussi stable que, par exemple, la chaîne principale de Bitcoin. Mais quand vous utilisez un portefeuille Lightning, si vous avez 200 € dessus, ma foi, s'il y a un bug, vous perdez 200 €, vous n'allez pas mettre 150 000 $ là-dessus. Pour les paiements, c'est vraiment quelque chose de super efficace. Et oui, évidemment. Donc, pour venir à l'article qu'on a posté justement, qu'on commente, Binance a annoncé qu'ils allaient connecter au Lightning, comme l'a fait déjà Bitfinex, comme l'a fait Kraken, comme l'ont fait d'autres échanges, parce qu'ils voient évidemment le phénomène, qui est donc qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent Lightning, parce qu'ils voient l'efficacité, ils voient la simplicité d'utilisation, la rapidité, c'est tellement plus efficace que la chaîne de base, que il n'y a pas photo. Et les interfaces sont belles, certaines interfaces sont faciles, d'autres il faut être un peu plus technique, mais de manière générale c'est plus simple à utiliser que la chaîne de base. Donc voilà, je pense qu'on va assister là dans les 2 prochaines années à un mouvement on va dire d'adoption qui va être exponentiel.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, Eric, notamment sur l'avènement potentiel d'un jeton autre que Bitcoin sur la chaîne Bitcoin. Alors, peut-être pas on-chain, mais sur le réseau Lightning, peut-être en premier. Et si on arrive à créer un jeton autre que Bitcoin sur le réseau Bitcoin, ça veut dire que potentiellement on a accès à des applications de finances décentralisées qui restent encore à construire et à voir comment ça va se faire. Mais à partir du moment où on arrive à créer un jeton, on peut en créer d'autres. Et donc, ça risque de devenir une période intéressante. Et c'est peut-être là où on va avoir. Alors, moi, je pensais que cette arrivée d'une finance décentralisée sur Bitcoin pouvait être un déclencheur d'un bull run. Bon, il s'avère que là, avec tout ce qui arrive avec les ETF, peut-être qu'on va l'avoir maintenant, en fait, comme tu disais tout à l'heure, cette potentielle bull run qui redémarre. Mais en tout cas, la finance décentralisée sur Bitcoin va amener une autre intensification ou une autre phase peut-être d'euphorie sur Bitcoin en particulier et sur les marchés en général. Parce qu'on pourrait avoir donc comme on a sur Ethereum, on a AV notamment pour pas le nommer, voilà, parce que c'est un des plus connus, qui est un protocole de prêt. Eh bien, on pourrait avoir un protocole de prêt aussi sur Bitcoin, avec effectivement la fourniture de peut-être de dollars en contrepartie. Donc voilà, tout ça géré avec Lightning, donc c'est-à-dire des transferts ultra rapides qui coûtent vraiment très peu cher. Donc voilà, ça peut donner quelque chose effectivement de nouveau et une nouvelle dynamique, pardon, concernant le marché. C'est peut-être ça en fait le futur déclencheur, je sais pas. Et puis on a également le halving qui arrive l'année prochaine, là, qui se rapproche à grands pas. Maintenant, on est à peu près 10 mois. Et donc, on sait qu'en général, aux alentours des périodes de halving, il y a toujours aussi des dynamiques qui se mettent en place. Surtout que là, ça va être assez important puisque la réduction là, va faire assez mal. On est aujourd'hui, les mineurs aujourd'hui là peuvent produire 900 bitcoins par jour. Ils peuvent pas en produire un de plus parce que les récompenses font que c'est comme ça. Et le prochain halving, donc ça va être divisé par deux, c'est-à-dire que ce sera 450 bitcoins par jour. Et si on a une demande forte qui arrive notamment du côté institutionnel, mais pas que, on risque effectivement d'avoir des mouvements de prix qui peuvent être et une volatilité qui va être assez forte. Donc voilà, il faudra surveiller un peu tout ça, mais c'est un petit peu loin encore. En tout cas, je ne sais pas si tu avais un autre sujet que tu voulais aborder, Eric. Je crois pas, je crois qu'on a fait le tour. Attends, voilà, parce que il me semble qu'on a loupé un article. De quoi s'agit-il? Ah bah non, c'est juste, t'as raison. C'est sur Lightning, c'était Lightning. Ouais. On peut prendre les questions. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, en avant. Voilà, exactement. Faites-moi signe et puis je vous donnerai la parole là, dans l'interface si vous avez une question. Et puis, en attendant, de voir si quelqu'un se manifeste. En fait, ils sont tous connectés sur leur PC et ils ne peuvent pas intervenir. Ah, oui, parce qu'effectivement, on ne peut intervenir que sur l'appli mobile. Voilà, le Twitter Space est très, très orienté téléphone portable. Donc, effectivement, peut-être que il s'agit de cela. En l'occurrence, on peut faire une considération. J'entendais aujourd'hui une personne qui se plaignait en fait des nouveaux arrivants dans le monde du travail qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur de type desktop, donc un ordinateur de bureau, soit laptop ou un ordinateur de bureau. Donc ils n'avaient absolument aucune idée de comment naviguer dans les systèmes de fichiers. Ok. Voilà, donc personne se plaignait de ça, parce que c'est une première génération de personnes qui n'utilisent que les téléphones portables, et s'ils utilisent un ordinateur de bureau, c'est pour jouer. Mais ils connaissent absolument pas ce que signifie une structure de fichier, enfin respectivement un arbre de répertoire. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution de la société par rapport à la technologie. Donc Twitter a fait probablement le bon choix en se focalisant sur les smartphones. Bon,
Très bien. Bah, merci pour ton commentaire, Eric. Je vois que d'ailleurs que personne ne s'est manifesté. En tout cas, si vous vous êtes manifesté et que je ne l'ai pas vu, n'hésitez surtout pas en dessous du tweet là, à poser votre question en texte, du coup, et puis on y répondra en texte, ou alors éventuellement on en répondra dans le prochain CryptoBar, donc le numéro 5, qui sera, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, parce qu'on n'a pas vraiment de fréquence pour C'est faire ça, ça. mais le format, en tout cas Twitter Space, a l'air assez pratique pour ça. Laissez-nous vos commentaires en dessous, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et si vous voyez des améliorations qu'on pourrait faire. Et puis, bah, écoute Eric, moi je te dis merci beaucoup, merci à tous les auditeurs qui nous ont rejoints, merci à tous ceux qui vont écouter aussi, du coup en replay, puisque maintenant on a enregistré. Formidable la technologie. Voilà, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires en dessous si vous avez voilà, des améliorations auxquelles vous pensez. Et puis, bah, bon, je vous dis à tous à la prochaine fois. Merci, merci à tous, merci à toi Eric, et puis à bientôt. Merci Pat et excellent week-end à tous.